et l'Arabie Saoudite montent d'un cran. Le chef d'état-major de l'armée israélienne, Gadi Eisenkot, a donné un rare entretien au site d'information saoudien Elaf, dans lequel il a déclaré qu'Israël était prêt à partager des renseignements avec Riyad pour faire face à l'Iran. Alors, Israël n'a donc pas de relation diplomatique avec l'Arabie Saoudite, mais un rapprochement est néanmoins visible. L'Iran en est-il la seule raison? Yehuda Lankri. Je pense que l'Iran est la raison majeure. Notre chef d'état-major a été très clair là-dessus. Nous avons un champ assez vaste d'intérêt entre l'Arabie Saoudite et Israël, compte tenu de l'irrédentisme iranien qui traverse et secoue cette région. On peut dire que la semaine dernière a été une semaine assez sensationnelle à ce niveau. Il y a eu d'abord à l'Assemblée générale des Nations Unies le co-parrainage par Israël d'un projet de résolution qui est devenu résolution de condamnation de la Syrie. C'est la première fois. Il est vrai qu'Israël a soutenu certaines démarches de ce type, mais un peu en marge, c'est-à-dire comme les 100 pays ou les 120 pays qui ont voté pour. Et cette fois-ci, nous nous sommes posés comme coparrains, ce qui est clairement significatif. C'est un message très fort que l'Arabie Saoudite envoie à l'Iran, leur expliquant que, prenez garde, nous avons désormais un allié diplomatique. Maintenant, il pourrait, par la voix du chef d'état-major, se transformer en allié militaire. Ne brûlons pas les étapes, nous ne sommes pas face à une intervention militaire israélienne, mais il y a dans ce que dit le chef d'état-major, partage du renseignement militaire, ce qui est quand même quelque chose de significatif, plus éventuellement, si la situation le nécessitait, une intervention conjointe. Alors Gisèle Dax, Yehuda Lankri a parlé d'un champ d'intérêt entre le royaume saoudien et Israël. Quels sont les intérêts au-delà du militaire? Oui, en fait, c'est ça la question. Si vraiment les intérêts sont identiques jusqu'au bout, je crois qu'il y a effectivement partiellement des intérêts identiques. C'est l'Iran comme ennemi commun. Mais l'Arabie Saoudite, en ce moment, a un grand agenda politique dans tous les sens. Il n'est pas très clair quelle est la stratégie, comment, en fin de compte, ils veulent arriver à gagner cette bataille contre l'Iran sur qui va dominer la région. Et il se peut bien qu'Israël puisse payer un prix aussi dans une confrontation avec la Hezbollah, qui est soutenue par l'Iran, où l'Arabie Saoudite a commencé à interférer au Liban et en Syrie. Et c'est pas très clair où ça va aller. Et je suis tout à fait d'accord sur le fait que l'Iran est vraiment le facteur principal. J'en rajouterai un aussi, c'est la faiblesse des États-Unis. C'est-à-dire que je pense que c'est quand même deux pays qui ont accueilli sous les bravos l'élection de Trump en pensant qu'il allait re-rentrer dans la région et taper du poing sur la table contre l'Iran, et qui sont un peu déçus parce que l'accord nucléaire avec l'Iran n'a pas été abandonné, et les deux pays voient l'Iran se rapprocher doucement en Syrie, au Liban pour Israël, et puis tout autour de l'Arabie Saoudite. Et c'est vrai que la question va se poser, qu'est-ce qu'on va faire aussi, qu'est-ce que veulent les Israéliens, parce que les Saoudiens, c'est quand même symboliquement fort, mais les Saoudiens au Yémen, par exemple, n'ont pas réussi à faire preuve d'une espèce de capacité militaire qui fasse rêver à Jérusalem. C'est vrai, Rémi, que le vrai patron dans la région, c'est Vladimir Poutine. Celui qui décide de l'avenir de la Syrie, par exemple, c'est pas l'Iran, c'est Vladimir Poutine. Et je prends pour exemple cet accord qui a été signé en début de semaine dernière entre la Jordanie, les États-Unis et la Russie sur la présence de forces iraniennes en Syrie. Washington a signé, Trump, malgré toutes ses affirmations, a signé cet accord. Et il a fallu qu'après Lavrov passe un point en disant « Nous n'avons jamais dit que les Iraniens devraient se retirer de Syrie ». Et c'est d'ailleurs pour ça que tous les gens qui pensaient que les États-Unis feraient le boulot, maintenant décident de c'est la grande question. Est-ce que les États-Unis sont actifs dans la région? Et en fonction de la réponse à cette question, on pourra savoir effectivement quelle est la relation entre Israël et l'Arabie Saoudite, mais pour le moment, c'est vraiment pas clair. Donc est-ce que le Royaume a besoin d'Israël militairement parlant? Moi, je pense que oui, puisque encore une fois, au Yémen, les Saoudiens quand même n'ont pas réussi à vaincre la rébellion Houthi, qui est l'allié de l'Iran autour d'elle. Le Qatar est de plus en plus proche des Iraniens. À Bahreïn aussi, la minorité chiite devient de plus en plus importante et commence à déstabiliser. Donc l'Arabie Saoudite voit autour d'elle l'Iran se rapprocher et fermer un peu ses serres sur le golfe arabique, et elle a besoin d'Israël
qui est une armée qui a fait plus ses preuves et qui semble avoir une capacité militaire plus grande pour en plus gérer une affaire dont on n'a pas encore parlé, mais qui est quand même l'affaire politique libanaise, où quand même le Premier ministre allié des Saoudiens, Hariri, a démissionné dans des conditions un peu troubles. Et donc peut-être que les Saoudiens espèrent qu'Israël viendra mettre de l'ordre. La question, c'est qu'il va utiliser l'autre, parce que les Saoudiens pensent utiliser Israël pour mettre de l'ordre finalement face aux chiites, face à l'Iran. Mais Israël dit, je vais en profiter pour rentrer dans un soutien du monde arabe qui utilise l'autre, et j'ai peur que ça finisse par une confrontation entre Israël et le Hezbollah, et que c'est nous qui allons en payer le prix. C'est Israël qui va en payer le prix. Je pense ajouter qu'il y a quand même, ne l'oublions pas, un objectif de moyen ou long terme du côté saoudien. Ils sont, comme vous le savez, depuis 2002, les parrains de l'initiative arabo-musulmane, celle qui préconise la reconnaissance d'Israël par 57 pays arabo-musulmans, moyennant le règlement de la question israélo-palestinienne. Et je pense que dans un deuxième temps, c'est ce sujet qu'on va aborder, d'autant plus que l'entrée en matière pour les États-Unis et Donald Trump pour un arrangement israélo-palestinien devra nécessairement passer par l'Arabie Saoudite. C'est sûr, sauf que si on parle un peu de ces accords de paix, etc., déjà en Jordanie, on entend déjà un certain nombre de voix qui sont en train de dire attention, c'est quoi cet accord un peu entre l'Arabie Saoudite qui devient la porte-parole du monde arabe vis-à-vis d'Israël, qui est prête à faire des accords et à faire des concessions qui vont influencer avant tout la situation politique jordanienne sans nous contrôler. C'est-à-dire qu'il y a un moment aussi, ce rapprochement va créer des tensions au sein du monde arabe. Alors justement, l'Arabie Saoudite doit se sentir quand même très sûre d'elle dans le monde arabe pour officiellement coopérer avec Israël. C'est un gros capital politique qu'utilise l'Arabie Saoudite. Je crois qu'à la fois, il y a un changement, effectivement, il y a une alliance qui se dessine entre les pays modérés politiquement sunnites et Israël. Je crois que ça, c'est déjà un bout de temps, ça a eu lieu. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu des serments de main officiellement. En fait, c'est ça que Israël voudrait tellement, de dire mais on peut faire ça sans faire un rapprochement avec les Palestiniens. Je pense que là la question restera ouverte si Riyad va être capable de dire bon, on laisse ça à côté. Je crois que les deux choses vont aller de pair, mais en même temps, je pense aussi que les alliances régionales ne produisent pas toujours les résultats désirés. Quand on prend le cas, l'Arabie Saoudite a donné des milliards de dollars. On n'a pas suffisamment vu avec attention. On termine juste Gisèle Dax. Oui. Alors, ils ont donné des milliards de dollars à Sisi en Égypte pour qu'il s'abstienne de la Syrie. Et en fait, il a fait l'inverse. Il s'est rapproché. Donc, de calculer les pas des autres dans cette région, c'est assez compliqué. Sauf qu'il fallait lire ce document secret saoudien qui a été divulgué par l'Iran d'ailleurs sur l'accord entre Israël et l'Arabie Saoudite. Il est clairement spécifié que l'Arabie Saoudite réclame ou une nucléarisation de l'Arabie Saoudite ou une dénucléarisation d'Israël. Et sur ce point-là, j'ai pas l'impression qu'on arrivera à s'entendre entre Saoudiens et Israéliens. Après, je crois aussi, par rapport à ce tabou qu'on brise, mais enfin, qu'on brise quand même tout doucement, parce que c'est le chef d'état-major, certes, mais qui parle à un journal en arabe, saoudien, mais basé à Londres. Donc quand même, on ne passe pas par la voie royale pour marquer ce rapprochement, mais c'est peut-être aussi le signe d'un changement de la société saoudienne aussi, avec ce nouveau prince héritier, avec Mohamed Ben Salman. C'est ça, voilà. Mais sauf qu'il y a un prince héritier qui change petit à petit des choses dans sa propre société, sur la place des femmes, peut-être un jour aussi sur la place d'Israël, à voir. Mais là, en ce moment, il est en train de changer tout, dans toutes les directions, et la question est-ce qu'il en a les capacités, le soutien et la stratégie derrière. Yémen, ça fait déjà 3 ans. Oui, et justement, ça a été un désastre. Encore réussi, mais surtout, moi je pense qu'il va être contesté, il risque quelque chose. Parce que ce document secret qui a été divulgué du côté chiite, c'est pas un mystère, montre que même au sein même des affaires étrangères saoudiens, il y a des gens qui ne voient pas du tout ce rapprochement d'un bon œil. Et donc qui ont frité le document. Non, les obstacles à ce rapprochement à l'intérieur de l'Arabie Saoudite, moins en Israël, et puis surtout au sein de la région, vont être nombreux, et c'est pour ça qu'on avance à tout petit pas, avec des pas plus ou moins symboliques, mais pas encore d'accords larges ou d'avancées très concrètes, très visibles. Yehuda Lankri, il nous reste 2 minutes pour clore le débat. Je voudrais le mot de la fin sur la possibilité d'implémentation de l'initiative de paix arabe dans le contexte régional aujourd'hui.
Bon, d'abord, il faut manipuler tout ça avec beaucoup de prudence, puisque la source est une source proche du Hezbollah et que le Hezbollah aurait pu, simplement pour des questions de guerre psychologique, qui libre l'Arabie Saoudite au nom de l'Iran et avec l'Iran, diffuser ce type de document pour confondre l'Arabie Saoudite. En le lisant, je me suis dit qu'il y avait certaines choses positives. Par exemple, la solution du problème des réfugiés prévue en Cisjordanie ou dans les différents pays où se trouvent les réfugiés palestiniens à l'heure actuelle, à travers leur génération. Évidemment, la reconnaissance d'Israël par l'Arabie Saoudite est un élément très important. Israël est toujours à la recherche de reconnaissance, notamment quand il s'agit d'un pays musulman, arabe, de cette nature. Et le problème de Jérusalem, évidemment, est tel qu'on l'envisage dans cette proposition de paix, ce projet réel ou fabriqué. Mais est-ce que ça a clairement une chance d'aboutir? Moi, j'ai l'impression quand même que si on doit dire, est-ce que dans 10 ans, les deux personnes qu'on voit à l'écran vont réussir à faire la paix dans la région, je crains quand même que la route est encore très longue et semée d'embûches. Messieurs, dames, nous devons malheureusement clore ce débat. Merci à tous d'avoir participé.